Pour la première fois de l'histoire, une chaîne était diffusée simultanément en 2 langues. Objectif, rapprocher les cultures, fonder à terme une télévision européenne. Rejointe depuis par la TV belge, Arte a étendu sa diffusion à la Suisse et à l'Autriche. En un an, le taux d'audience s'est stabilisé, 1% en France, 500 000 téléspectateurs. Outre-Rhin, audience plus faible, maximum 200 000 fidèles. En Allemagne, Arte n'est qu'une des 30 chaînes du câble. Un succès d'estime des 2 côtés du Rhin. On salue la qualité des 5 heures de programme quotidien, mais beaucoup accusent Arte d'élitisme. En Allemagne comme en France, les autres chaînes du service public y voient un manque à gagner alors qu'elles doivent déjà se serrer la ceinture. Ce matin, le ministre français de la Culture, Jacques Toubon, jugeait Arte trop pointu. Réponse de Jérôme Clément, le président de la chaîne. La plus grande entreprise culturelle européenne ne se résume pas à des points d'audience. Après tout, l'Opéra de Paris a un budget de 600 millions de francs pour seulement quelques milliers de spectateurs. Mercredi. L'Amérique des années 30 au rythme des Noirs du Sud. Humour et drame, airs populaires et danse, pauvreté et marginalité. C'est l'univers de Porgy and Bess, La prostituée et le cul-de-jatte. Et c'est aussi le chef-d'œuvre de George Gershwin. Porgy and Bess, mercredi dans Musica sur Arte. Come on, Bess! Qu'est-ce qu'il y a encore sur Arte? Jeudi. Rêve de Pygmalion pour les apprentis sorciers de la génétique. Entre espoir pour les maladies héréditaires, vide juridique et peur des clones asexués, Théma s'interroge sur l'homme artificiel. Reportages et débats avec chercheurs, sociologues et juristes. Puis, gros plan sur Dédalus, le film de la soirée. Au programme, la création d'un être parfait par un scientifique très imparfait, licencié au moment où démarre la fabrication de son prototype. L'homme artificiel, reportage, film et débat, jeudi dans Théma sur Arte. Ce soir, Arte a 1 an sur le réseau hertzien français. Happy birthday. Pour cet anniversaire, nous avons eu le zèle du désir de vous inviter à Venise, à la rencontre de nombreux artistes dans une Venise habitée par sa biennale d'art contemporain. Nous avons pris le parti de faire vivre aux téléspectateurs d'Arte une véritable visite privée et privilégiée où l'approche des œuvres est filmée comme si vous déambuliez vous-même dans cette biennale. Les artistes s'exprimant sans intermédiaire, simplement. Les caméras d'Arte ont sillonné les pavillons nationaux occupés par les artistes plasticiens les plus importants de notre époque. Je vous donne rendez-vous avec Anthony Tapies, Elia Kabakov, Nam June Paik, Richard Hamilton, Joseph Kossut et la jeune garde artistique de l'art venue du monde entier. Le film de Comencini, Casanova, un adolescent à Venise, clôturera cette soirée. Avant de retrouver Louise Bourgeois, Hans Hacke et Jean-Pierre Reynaud pour 3 histoires d'art par 3 artistes d'exception, je vous convie à cette promenade vénitienne pour le plaisir des yeux. Buonasera et bon anniversaire Arte.
Venise, il y a un siècle, est déjà la ville légendaire où convergent écrivains, poètes, musiciens, peintres, artistes et voyageurs. Aussi, rien d'étonnant qu'en avril 1893, le maire de Venise, Riccardo Selvatico, propose d'organiser tous les 2 ans une exposition nationale des beaux-arts. Son but sera de servir à la gloire de l'art et de créer un marché artistique dont la ville puisse tirer profit. Le 30 avril 1895, dans les Giardini di Castello, est inaugurée la première Biennale internationale d'art qui va accueillir plus de 200 000 visiteurs. Le 13 juin 1993, Achille Bonito Oliva, bouillant et célèbre critique d'art italien, nouveau commissaire général d'une institution désormais centenaire, se rend à l'inauguration officielle de la 45e édition de la Biennale d'art de Venise. Il explique pourquoi il a choisi de l'intituler Punti Cardinali dell'Arte, les points cardinaux de l'art. Je crois que c'est la Biennale qui donne l'idée d'un parcours initiatique. Chaque fois, nous avons la possibilité de rencontrer un aspect, une image de l'art contemporain. À Daperto, nous avons là, à l'Écorderie, à l'Arsenal, que c'est un espace militaire. L'engagement de la dernière génération de l'art. À les jardins, nous avons les pavillons nationaux avec beaucoup d'expressions très différentes, mais nous avons aussi la consistance des différences. Cette biennale, il y a des aspects. Un aspect de prompte intervention sur les problématiques de la réalité, mais pas pour donner des réponses, parce que l'art, il ne peut pas donner des réponses, mais pour poser des questions. Questions sur des contenus spécifiques qui sont à l'autre côté de l'Adriatique. Je ne peux pas oublier que Venezia, c'est ici, Venise, c'est d'un côté de l'Adriatique, à l'autre côté, il y a la mort, la destruction, la lutte tribale. Il n'est pas possible faire une opération de rémotion. L'art, il ne peut pas oublier ça. Il peut réfléchir sur ça. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est la fin du siècle. C'est la crise de la réalité, l'idée que tous les modèles sont tombés. Fondée par un décret napoléonien du 7 décembre 1807, les Giardini di Castello se tiennent au sud-est de la ville, entre la Via Garibaldi et la pointe de la Motta di San Antonio. Quoique l'établissement balnéaire et le petit temple romantique initialement prévu n'aient jamais été construits, les Giardini furent pendant tout le XIXe siècle un lieu de promenade et de pique-nique fort apprécié par les Vénitiens. Leur affectation, en 1895, à la première exposition internationale d'art de Venise, parut donc toute naturelle. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro, autorità tutte, signore e signori. Quando sono stato nominato curatore della 45e edizione della Biennale di Venezia... En un siècle, les Giardini ont vu pousser une étrange petite ville dispersée sous les arbres, autour de l'ancêtre direct de l'actuel pavillon Italia, le Palazzo Pro Arte, bâti pour la première édition. Dès 1907, la Belgique ouvrait les travaux en se dotant de son propre pavillon d'exposition, vite suivi par la Hongrie, la Suède, la Grande-Bretagne et en 1912 par la France. Instrument de prestige national autant qu'écrin destiné à l'exposition des artistes élus par chaque État,
Ces pavillons seront parfois l'œuvre d'architectes prestigieux, comme Joseph Hoffmann, l'Autrichien, Alvar Aalto, le Finnois, ou encore Gerrit Rietveld, le Hollandais. D'autres constructions, moins heureuses, reflètent plus directement les vicissitudes d'histoire nationale traversées par de sombres démons. Tel est le cas, par exemple, du pavillon allemand rebâti en 1938 par l'architecte Ernst Heiger. Croisés à Venise, 3 artistes d'exception racontent 3 histoires d'art. 3 parcours individuels qui laissent sur leur passage des traces, intimes parfois, collectives aussi ou simplement humaines, d'un travail sur soi et sur les autres. Historienne de l'art et critique, Doris von Tratten est membre de la rédaction de Kunstforum. Elle vient d'écrire une monographie consacrée à Louise Bourgeois et nous guide dans le pavillon américain entièrement consacré à cet artiste. Comprendre les secrets du monde, ce but inaccessible, engendre dans l'œuvre de Louise Bourgeois un regard corporel sur le monde. À travers le corps et avec sa vulnérabilité, elle cherche une vérité absolue. Sur le mode quelque peu sarcastique qui lui est habituel, Louise Bourgeois dit être une spécialiste de la souffrance. Elle remarque qu'une machine à hacher la viande n'est rien comparé aux cruautés de l'amour. Toute son œuvre tourne autour de ce sujet. Le corps lui-même devient paysage, scène et en même temps regard pour s'approcher de la vérité centrale de l'homme. Louise Bourgeois met en image de façon intuitive les expériences de la psychologie analytique, des images qui vont sous la peau. Louise Bourgeois a quitté la France en 1938 pour se marier à New York. Son œuvre, qui englobe presque 60 ans de sa vie, a ouvert un chemin complètement indépendant de toutes les tendances et de tous les groupes de son temps. Dans la première des 3 cellules qui sont dédiées à la douleur, de grands yeux aveugles fixent un labyrinthe de miroirs. Se perdre dans sa propre réalité, y a-t-il tourment psychique plus fort? Louise Bourgeois analyse avec précision la souffrance et ses différentes facettes à la manière d'un chercheur scientifique.
La deuxième cellule est consacrée aux douleurs du souvenir. La famille possédait dans le sud de la France une manufacture de tapisserie et des ateliers de restauration de tapis anciens. Dans sa jeunesse, Louise Bourgeois voyait sa mère et ses tantes assises devant la maison, réparant des tapis. Dans la troisième cellule, de grandes bulles de verre sur des petites chaises, comme si elles enfermaient chacune une vie humaine. L'angoisse et souffrance aussi, dit Louise Bourgeois. Si elle n'est pas perçue comme telle, c'est uniquement parce qu'elle se cache. Et les mains? Les mains, paraît-il, ont l'habitude d'être amies l'une pour l'autre. Mais la vieille dame est restée à New York, où voici quelques mois, elle terminait les cellules destinées à la biennale. Cellules qui signifient pour elle éléments biologiques, aussi bien qu'espace carcéral. C'est dans son atelier, au milieu de ses œuvres à peine achevées, qu'elle avait, chose rare, accepté pour un film un entretien au cours duquel elle dévoile quelques-unes des sources de son art. Quelqu'un a dit, mais Louise, c'était une jeunesse dorée. C'est idiot de dire ça. C'était une jeunesse dorée d'un point de vue, mais c'était une jeunesse très pénible d'un autre point de vue. C'est-à-dire qu'au sein de la famille, il y avait comme un virus qui était traumatique pour nous, pas seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que nous souffrions d'une fissure dans la cellule familiale. Et cette fissure représentait, c'est bien français, était représentée par le fait que mon père introduisait des maîtresses. Ça, c'est son affaire. Mais je ne le juge pas. Mais il introduisait des maîtresses dans la maison. Et c'est là que le trauma a eu lieu. Dans ma maison, chez moi, tout était aléatoire et changeait tout le temps. Ça veut dire les maîtresses. On ne savait jamais sur quel pied danser. On était dans un état d'instabilité et de fébrilité totale. Et quand j'ai vu qu'il y avait une science qui vous enseignait que les règles étaient fondamentales et finales, qu'on pouvait avoir confiance dans les mathématiques, c'est devenu un symbole pour moi de la paix et de la sécurité. Par conséquent, la géométrie, j'en suis encore à la géométrie, de la géométrie euclidienne, ça a été pour moi un refuge. C'est-à-dire que les lois sont immuables, ne changent pas. Ce ne sont pas comme les lois des relations personnelles. Le miroir est une invitation à se confronter soi-même.
si on en a le courage. Par conséquent, je parle à ceux qui évitent les miroirs, qui ne peuvent pas se regarder et qui on dit en anglais qui experience self-hate. Par conséquent, c'est sa propre révulsion de soi-même. Par conséquent, c'est une clinique, vraiment, où on essaye de se débarrasser de ces petites hontes. Il y a votre réalité, il y a Jerry's reality, there is my reality, I have several, and that is what it means. And, les yeux sont en marbre et on se demande si les yeux voient ou si ce sont des yeux qui ne voient pas ou si ce sont des yeux qui voient des choses qui n'existent pas. Et quelle est la valeur de la réalité? Évidemment qu'il y a des réalités accurate. Il y a des réalités qui nous échappent. C'est l'évanescence de la réalité. Évidemment que le miroir est un symbole qui peut représenter plusieurs choses. Par exemple, dans le mythe de Narcisse, Narcisse, qui est très beau et qui est très fier, qui est très vain, se regarde dans le ruisseau continuellement. Pourquoi est-ce qu'il se regarde? Vous savez pourquoi il se regarde? Il se regarde pour s'admirer, non? C'est que Narcisse, quand il se regardait dans l'eau, qui est un miroir, ne savait pas pourquoi il se regardait continuellement, et nous ne savons pas ce qu'il voyait. Et d'ailleurs, de se regarder dans le ruisseau a été fatal. Il est tombé dans son effort de se regarder, et il s'est noyé. C'est-à-dire qu'il a perdu le sens de la vraie réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut guérir les maux dont les gens sont atteints. Et ce qui m'intéresse, c'est de prouver que l'on peut aller de mieux en mieux. Vous comprenez? De prouver qu'on peut guérir, de prouver qu'on peut s'améliorer, de prouver que l'on peut apprendre des choses et devenir plus self-sufficient. Le silence est très agréable. C'est très agréable d'écouter le silence. Et c'est très agréable de constater qu'on peut compter sur le silence. C'est reposant. À Venise, Louise Bourgeois nous offre ses mains ouvertes, sans défense. Une image qui revient souvent dans sa recherche d'une vérité radicale, de la vérité du corps. Le chiffre le plus important dans le vocabulaire de Louise Bourgeois est encore et encore la forme ronde et douce du sein. C'est avec humour qu'elle met des seins sur une frise classique où l'on attendrait plutôt des scènes héroïques ou des batailles. Au lieu de cela, un paysage de tendresse.
Comme un énorme arc final, comme un grand point d'orgue, toute cette œuvre est englobée dans le cercle de la grande aiguille. Louise Bourgeois connecte ici les deux symboles, aiguille et sexe masculin, qui dans la théorie freudienne ont le même sens, réparation et guérison. L'une des faces de toutes les images que crée Louise Bourgeois sous-entend toujours la guérison comme issue à cet univers de douleur.